Alors voilà, donc on revient à la commission Laurent, comme vous pouvez le voir sur la photo. Donc, avec Carla Charité, on a comparu en janvier 2020 à la commission Laurent. Je dois vous dire que c'était quand même assez impressionnant. Madame Laurent était là, tous les commissaires et tout ça. Et c'est quand même un sujet qui est grave, un sujet qui est important. Donc, quand on prend la parole sur des enjeux comme ça, il y a une responsabilité. Alors, donc, c'est un petit peu intimidant. Mais je pense quand même que ça s'est bien passé. Plusieurs commissaires sont venus nous remercier après la présentation et il semble que quand même on était entendus. Alors, donc, on parle. De quoi on va parler ce midi? Trois choses, comme Mathieu l'a évoqué. Donc, premièrement, je vais revenir rapidement sur quelques éléments de la présentation que j'ai faite à la commission Laurent. Après ça, on va aller voir là, spécifiquement dans le rapport de la commission quelle est la place réservée aux pairs. Et après ça, on va parler de passage à l'action. Comment est-ce qu'on peut faire une différence? Comment est-ce qu'on peut avancer? Comment est-ce qu'on peut aller plus loin pour finir par une petite conclusion? Alors, c'est ça mon menu pour mon webinaire de ce midi. On commence. Alors, notre mémoire portait, dans le fond, sur toute la question des enjeux de genre en protection de la jeunesse. On est allé regarder dans le rapport dans des DPJ 2018-2019 quelle était la place des enjeux de genre dans le document. Je regardais aussi par après dans le rapport 2019-2020 et c'était la même configuration. Ce qu'on pouvait voir tout d'abord, c'est que dans la reddition de compte des DPJ, on parle de parents et non de mère et de père. Donc, la reddition de compte, les bilans n'est pas différencié pour les parents, donc on parle de parents en général. On a regardé aussi la question des filles et des garçons, qui pour nous aussi est un sujet d'intérêt. Et ce qu'on a trouvé, c'est un seul tableau, celui sur les jeunes contrevenants. C'était le seul tableau où il y avait des statistiques qui étaient différenciées garçons-filles. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a quand même des écarts importants. 4 statistiques. Dans la première statistique, il y a 3 fois plus de garçons. Dans la suivante, il y a 4 fois plus de garçons. Dans la suivante, il y a 5 à 6 fois plus de garçons. Et finalement, dans la dernière, les peines comportant une mise sous garde, il y a plus de 40 fois plus de garçons. Ce qui nous indique que dans certains cas, il y a des différenciations dans le parcours des jeunes, donc en protection de la jeunesse. Malheureusement, en tout cas dans la reddition de compte, c'est la seule dimension sur laquelle il y avait des différenciations et on pensait et on pense encore qu'on aurait intérêt à s'intéresser davantage à cette question-là parce que les parcours peuvent être quand même assez différents. À la commission, on soulignait donc certains aspects. Le tableau détaillé, vous pouvez le retrouver, vous pourrez aller le consulter dans le PowerPoint. Mais c'est quand même intéressant de souligner, par exemple, que selon l'ECDEM, au niveau de la vulnérabilité des garçons et des filles lors de l'entrée à la maternelle, il y a quand même des différences importantes. On parle de 20 des petites filles qui seraient vulnérables, alors qu'il y aurait 35 de petits garçons qui seraient vulnérables. C'est quand même un écart important. Et dans chacun des éléments qui sont pointés, vous le voyez à l'écran, les garçons sont davantage représentés. Au niveau du TDAH aussi, il y a plus de garçons. Au niveau de la réussite éducative, vous le savez, il y a des écarts garçons-filles. Et on a mis aussi l'itinérance visible chez les jeunes adultes, parce que souvent, malheureusement, certains jeunes qui se retrouvent à la DPJ peuvent aussi se retrouver en situation d'itinérance visible. Bien là, il y a des écarts. Le rapport de la commission Laurent n'a pas décidé de privilégier cette voie-là. Ça n'a pas été retenu, mais on pense néanmoins que c'est quand même important, pas dans un objectif de perpétuer les stéréotypes, mais juste aux fins d'analyse, de regarder les trajectoires des garçons et des filles à la DPJ pour mieux les comprendre, puis après ça, mieux pouvoir soutenir les filles et les garçons. Mais comme je vous l'ai dit, cette voie-là n'a pas été retenue par la commission Laurent. Alors, au niveau des pères et des mères,
il n'y a pas tant de littérature que ça. Il y a certains articles, il y a certaines données qui sont disponibles, mais il n'y a pas tant de littérature que ça sur des études comparatives, sur les trajectoires des pères et des mères au niveau de la DPJ. Ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y avait des travaux de Carl Lacharité et d'Annie Deveau. Il faut le préciser, qui datent de 2017, de 2007 à 2012, puis qui ont été réalisés dans 2 régions du Québec, où on a regardé les dossiers de suivi des enfants à la DPJ. Carl et Annie ont constaté que dans certains cas, il pouvait quand même y avoir des différences de traitement au niveau de la place des pères et des mères. Ils constataient, entre autres choses, donc, ils trouvaient peu de mention de la présence d'une figure paternelle. Ils ont vu aussi à plusieurs reprises que quand le père est décrit comme étant absent de la vie de l'enfant, il n'y a pas nécessairement d'explication pour dire pourquoi il est absent, alors que quand la mère est absente, on précise pourquoi. Ce qu'il avait vu aussi à l'époque, c'est que quand on parlait des pères, c'était très souvent plutôt négatif et c'était beaucoup qu'on parlait des caractéristiques personnelles, souvent davantage que des caractéristiques parentales. Souvent, on comparait les pères avec les mères. Et ce qu'ils ont constaté également, donc dans ces dossiers-là qu'ils ont analysés à l'époque, c'était qu'on parlait positivement des pères plus souvent dans les situations où les pères avaient la garde exclusive de l'enfant. Donc, ça c'est quand même préoccupant également. Ils voyaient aussi que dans les plans d'intervention et de service, il y avait peu d'objectifs qui concernaient spécifiquement les pères et que finalement, les difficultés de collaboration avec les pairs étaient souvent expliquées en termes de caractéristiques personnelles plutôt qu'en termes de relations interpersonnelles avec les intervenants. Ce qui est écrit là, c'est vraiment texto, ce qui était dans le rapport de recherche. Donc, ce n'est pas une interprétation que j'en fais, c'est vraiment ce qui était là à l'époque. Je précise, donc, je le rappelle, c'était 2007-2012 dans seulement 2 régions. Donc, possiblement que la situation a évolué. On ne peut pas extrapoler à toutes les régions, mais on trouvait quand même que ces données-là de recherche faisaient écho à beaucoup de choses qu'on entend sur le terrain. Alors, c'est pour ça qu'on les a déposées à la commission Laurent. Ce qu'on a dit, entre autres choses, aussi à la commission Laurent, puis là, je vais seulement dans les faits saillants, c'est qu'on a rappelé quand même quelques connaissances générales sur les pairs. La plupart d'entre vous les connaissent bien, mais on pensait que c'était important de rappeler ça à la commission Laurent, hein, que les pères s'engagent de plus en plus, sont de plus en plus présents auprès de leurs enfants. Leur engagement se traduit de multiples façons. L'engagement paternel a des effets bénéfiques pour les enfants, les mères et les pères. On comprend, on connaît de plus en plus c'est quoi les déterminants de l'engagement paternel, c'est quoi les obstacles, c'est quoi les facilitateurs. Une donnée importante aussi qu'on oublie souvent, selon l'Institut de la statistique du Québec, une famille monoparentale sur 4 au Québec est dirigée par un homme. Donc, quand on parle de famille monoparentale, il faut penser aussi à ces familles-là. On sait aussi qu'il y a moins de services spécifiques pour les pères que pour les mères. Puis on sait aussi que les pères demandent moins d'aide que les mères en période de crise. Donc ça, c'est des connaissances générales, mais on pense que ça fait vraiment partie de notre contexte et c'est une des motivations importantes, fondamentales à mieux intégrer les pères dans la stratégie de prévention de la maltraitance et de la négligence des enfants. Donc, c'était les grandes lignes de notre rapport. Vous pourrez aller voir sur notre site l'ensemble des données qui étaient présentes dans le rapport. Je pense que il y a des données bien intéressantes, mais je voulais juste vous remettre un petit peu en contexte. Alors, donc, janvier 2020, on va présenter à la commission. On présente ça, on ne sait pas trop là, comment c'est reçu. D'autres groupes aussi sont allés à la commission. Je pense entre autres au réseau des maisons oxygènes. Il y a d'autres pères qui ont témoigné aussi. Donc, on se demandait bien qu'est-ce qui serait retenu par la commission de tous nos propos.
En avril, je me souviens encore du moment où j'ai ouvert le rapport de la commission Laurent en avril 2021. Puis j'ai fait, pour ceux qui me connaissent bien, mon fameux test rechercher père, rechercher mère, rechercher parents, rechercher famille, paternelle, paternité et tout ça. Et j'ai eu une très belle surprise en constatant que quand même les pères étaient cités, on parlait des pères quand même à un grand nombre d'endroits dans le rapport. Notre passage à la commission a quand même été bien retenu. Je pense que moi, j'ai été cité 7 fois, Carl La Charité 12 ou 15 fois. Donc, il semble vraiment que la commission a eu une préoccupation à l'égard de ces enjeux-là. Et je vais commencer par vous présenter une citation que j'aime vraiment beaucoup, qui est extrêmement importante, qui est dans l'introduction du rapport. Donc, et là, quand il y a des guillemets là, tout au long de la présentation, vous allez voir, c'est parce que c'est des citations texto, extraits du rapport. Donc, le rapport de la commission Laurent, il nous dit « Les parents, tant les mères que les pères, ont besoin d'un soutien adapté à leur réalité. » Okay? Ça, c'est vraiment important. Je vais le répéter une autre fois parce que pour nous, c'est vraiment quelque chose de vraiment, vraiment important comme statement. Donc, les parents, tant les mères que les pères ont besoin d'un soutien adapté à leur réalité. Et ça, c'est un peu le principe général qui est dans le rapport pour dire que si on veut prévenir la maltraitance et la négligence des enfants, la commission des Laurent nous dit souvent que les services de protection de la jeunesse, en principe, devraient être le dernier recours. Il faut vraiment qu'on intervienne avant ça, quand c'est possible, en promotion, en prévention, et que quand on n'y arrive pas, là, la protection de la jeunesse doit embarquer, mais il faut vraiment faire en sorte qu'on agisse avant que ça aille moins bien. Et pour ça, donc, il faut vraiment que les pères et les mères soient soutenus et selon leur propre réalité. Donc, statement très, très, très important. Qu'est-ce qui est écrit d'autre dans le rapport de la commission sur les pères? Bien, ce qui est intéressant, que la commission, elle prend acte du fait que le rôle des pères se redéfinit. Donc, il y a plusieurs passages, je vous en mets quelques-uns. On note vraiment que la société a changé, la société a évolué. Les hommes veulent davantage s'impliquer et faire reconnaître leur rôle, leur place et leur importance auprès de leurs enfants. Donc, les pères sont plus engagés que ne l'étaient leurs propres pères et leur engagement se traduit de multiples façons. Donc, la commission a vraiment pris acte de l'évolution sociale. Et ça, on était très, très, très contents de constater cela. Qu'est-ce qu'on trouve aussi? La commission reconnaît aussi qu'il y a des pères qui se sentent laissés de côté. Pas tous les pères, on ne dit pas tous les pères se sentent laissés de côté, mais on nous dit quand même de façon explicite que certains pères ne se sentent pas traités de façon égalitaire dans l'intervention de la DPJ. Et ça, c'est en écho, ça résonne avec ce que plusieurs pères présents dans les organismes communautaires de soutien aux pères en difficulté nous disent. On met aussi tout ça en perspective avec des données d'un sondage que le RVP a fait il y a quelques années sur la perception des pères québécois, qui nous dit quand même que c'est un sondage sérieux, là, fait par une firme de sondage reconnue, que 33% des pères ont le sentiment de ne pas être traités de la même façon que les mères par les services sociaux et de santé, et que 55% d'entre eux pensent que l'application des lois et des règlements est différente entre les mères et les pères. Donc là, on parle d'une perception. Donc, c'est ce que les pères perçoivent, mais ça nous dit quand même qu'il y a quelque chose à faire d'important en protection de la jeunesse, mais ça pourrait être aussi dans d'autres secteurs de services. Et l'autre constat aussi qui est très important, c'est que, puis écoutez, vous le savez, là, ceux qui travaillent auprès des familles, auprès des pères, c'est que les pères ont souvent de la difficulté à demander de l'aide. Selon plusieurs sources, lorsque les pères traversent des situations difficiles, ils ne se dirigent pas facilement vers les services d'aide. Vous le savez, c'est un défi. Ce n'est pas pour rien cette année que le regroupement provincial en santé et bien-être des hommes fait porter sa journée québécoise en santé et bien-être des hommes sur la demande d'aide. On a vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler. Les hommes ont à travailler sur eux aussi, excusez-moi, pour pouvoir demander de l'aide plus facilement. Mais on croit aussi que les services doivent s'adapter aussi aux réalités des pères et des hommes.
Ce que la Commission nous dit également, qui est important, elle nous dit, nous croyons également qu'il faut assurer une offre de services pour les pères ayant des comportements violents. Il faut agir de façon préventive pour mettre fin à la violence, tout en responsabilisant les pères aux impacts de celle-ci, particulièrement sur leurs enfants. Okay? Donc, et nous adhérons à ça aussi. Quand il y a des enjeux de violence physique, psychologique, il faut travailler là-dessus et il faut trouver des façons de travailler spécifiquement avec les pères dans ces situations-là. Une autre citation importante, et pour nous, qu'on était très, très contents de pouvoir lire dans le rapport, c'était, vous la voyez en bas de l'écran, « Nous sommes d'avis qu'il est important d'aider les pères en situation de précarité et de détresse afin de favoriser leur engagement envers leurs enfants et de les sensibiliser à l'importance de leur rôle auprès des enfants. » Ça, pour nous, c'est important que la Commission reconnaisse aussi que les pères peuvent vivre de la précarité, de la détresse, qui peuvent eux aussi se retrouver dans des situations très, très, très difficiles, dans des situations qui vont accroître leur vulnérabilité et qu'à ce moment-là, c'est important aussi de les soutenir dans cette situation-là. Cette affirmation-là, pour nous, est très importante et elle guide aussi les recommandations que je vais vous présenter très bientôt. Donc, on voit vraiment, dans le fond, que la Commission a entendu, en tout cas, plusieurs de nos préoccupations et elle nous dit, dans le fond, qu'il faut passer à l'action. Alors, quelles sont les recommandations qui sont dans le rapport de la Commission Laurent et qui touchent directement les pères? Puis comme je vous dis, là, dans le document que vous allez trouver sur le site web du RDP, vous allez avoir toutes les références, les pages auxquelles ça se trouve dans le rapport. Vous allez avoir tout ça en détail. Mais il me semblait quand même important pour moi de vous les présenter. Alors, les commissaires recommandent tout d'abord, donc 2.1, de développer des interventions collaboratives intersectionnelles qui garantissent la protection des enfants. Okay? Pourquoi? Pour établir une réelle collaboration entre la DPJ, les CLSC, les maisons d'hébergement, les ressources pour les pères, les policiers, la justice. Alors là, ce qui est intéressant là-dedans, c'est tout d'abord le fait de dire qu'il faut que tous les partenaires, on travaille ensemble pour la prévention de la maltraitance et la négligence des enfants. Et il faut souligner aussi qu'on met en exergue spécifiquement les ressources pour les pères. On pourrait penser notamment aux maisons d'hygiène, à des organismes comme Pères séparés, Co-Père Rosemont. On peut penser aussi aux ressources qui travaillent là, auprès des conjoints violents, qui ont de plus en plus d'actions qui visent spécifiquement à soutenir les pères là, pour faire en sorte des responsabilités à l'égard de leur comportement violent. Mais c'est vraiment intéressant que dans la collaboration intersectorielle, on souligne l'importance de mobiliser les ressources pour les pères. Une deuxième recommandation, c'est d'impliquer les pères par une intervention adaptée afin de mieux protéger les enfants. Et pour cela, il faut assurer les services d'aide, d'accompagnement et de suivi adaptés aux pères lorsqu'une situation de conflits familiaux risque de dégénérer ou dégénère, et ce, pour mieux protéger les enfants. Et on nous dit également, et on adhère à ça également, qu'il faut accroître une offre de services adaptée pour les pères ayant des comportements violents. Donc, à cet égard-là, il y a tout un ensemble d'organismes qui peuvent travailler en prévention, mais il y a aussi dans le secteur communautaire des organismes qui travaillent en intervention auprès des conjoints violents, qui ont un rôle important à cet égard-là. Et tout ça doit se faire évidemment en arrimage avec le réseau de la santé et des services sociaux, avec les DPJ, avec donc les différents partenaires. Donc, vous voyez, puis là, je l'ai souligné d'ailleurs dans mon texte, on a vraiment plusieurs recommandations qui visent spécifiquement les pères. Une recommandation aussi qui est importante en termes de promotion, prévention, c'est de développer et maintenir l'expertise chez les intervenantes sur l'intervention spécifique auprès des pères, afin d'aider les pères en situation de précarité et de détresse
et de favoriser leur engagement envers leur enfant. Et tout cela, dans le fond, pour sensibiliser les pères à l'importance de leur rôle auprès de leur enfant. Alors, si vous voyez, c'est intéressant. Il y a comme des recommandations à 3 niveaux. On parle de la collaboration intersectorielle. On parle de l'intervention des pères, du soutien des pères dans les situations de violence conjugale, de crise familiale. Mais on parle aussi de développer l'expertise des équipes d'intervention en DPJ, dans les CIUS aussi, pour qu'il y ait une meilleure connaissance des réalités paternelles et pour mieux soutenir les pères là, qui vivent de la précarité et de la détresse. Alors ça, c'est quand même très intéressant. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que ça pointe quand même des choses très précises et donc c'est vraiment là, des appels à l'action, je pense, qui sont très, très, très intéressants. Peut-être juste, me permettrait juste une petite note sur le dernier point, sensibiliser. Excusez-moi, j'ai vraiment un chat dans la gorge. Donc, sur l'importance de sensibiliser les pères à l'importance de leur rôle auprès de leur enfant, bien écoutez, ça a l'air un peu évident dit comme ça, mais quand pour ceux qui ont travaillé avec des pères qui ont vécu des grandes difficultés, quand le père lui-même traverse des grandes difficultés, quand il y a une très grande vulnérabilité, quand son estime de soi est vraiment au fond du baril, des fois, le père lui-même peut penser que son rôle auprès de son enfant, sa contribution n'est peut-être pas très, très importante. Alors, de lui rappeler, de le soutenir là-dedans, on pense vraiment que ça peut être déterminant. Et moi, j'aime toujours à rappeler la fameuse phrase d'Yvon Lemay, intervenant à la Maison d'hygiène de Montréal, qui disait au père sa fameuse phrase magique, « Tu ne sais pas à quel point tu peux être important pour ton enfant. » Et là, quand un père était vraiment en grande difficulté, juste de se faire dire ça, de se faire voir vraiment comme un parent qui peut contribuer de façon positive, bien, je vous dirais honnêtement, cette phrase-là, elle a changé des vies. Tu ne sais pas à quel point tu peux être important pour ton enfant. Puis dans des périodes difficiles, c'est le genre de choses qui peuvent vraiment, mais vraiment faire une différence. Alors, pardonnez-moi, 3 belles recommandations. Je vais attirer aussi votre attention sur une autre recommandation de la Commission, celle-ci qui touche une modification, une proposition de modification à la loi de la protection de la jeunesse. Cette modification-là, elle pourrait faire en sorte qu'un seul parent puisse consentir aux soins et services pour l'enfant. D'un côté, on comprend tout à fait l'enjeu et on comprend que dans certaines situations, si un parent ne collabore pas, il peut vraiment y avoir des enjeux pour l'enfant. Puis à ce moment-là, c'est clair que l'intérêt de l'enfant doit prévaloir. Cependant, notre inquiétude, et j'ai échangé longuement avec Carla Charité à cet égard-là, avec d'autres intervenants aussi en protection de la jeunesse, c'est que cette disposition-là pourrait faire en sorte, d'une certaine façon, que d'un côté, on veuille faire en sorte qu'on travaille davantage avec les pères, qu'on soutienne leur engagement auprès de leurs enfants, mais d'un autre côté, si on dit qu'on n'est pas obligé d'avoir leur consentement pour les soins et les services, ça pourrait un peu, en tout cas notre crainte, c'est que ça ait un effet opposé. Alors, notre réflexion à ce stade-ci, ça serait qu'on pourrait peut-être avoir de modifier un petit peu la proposition pour essayer de prévenir cette difficulté-là. Alors, le gouvernement, la Commission propose, elle nous dit, les pères et mères exercent ensemble l'autorité parentale. Cependant, un seul parent peut consentir aux soins et services pour son enfant. Nous, on propose de compléter la phrase avec le texte qui est en souligné dans votre écran. Ce qu'on ajouterait, ça serait « lorsque l'autre parent n'est pas disponible ou ne peut être rejoint dans un délai raisonnable ». Dans ce cas, l'autre parent doit être informé de la décision prise et des soins prodigués. Il nous semble que de cette façon-là, la proposition serait plus équilibrée et elle éviterait de faire en sorte qu'un parent puisse être écarté
de toute la question des soins et des services pour l'enfant. Alors, respectueusement et humblement, on dépose cette proposition-là. Et si vous avez des réflexions à nous transmettre à cet égard-là, dans la période de discussion ou même dans les questions qu'on va vous envoyer après le webinaire, là, ne vous gênez surtout pas. Alors, voilà. La commission Laurent, donc, incite à l'action. Elle souhaite que des gestes soient posés pour mobiliser les pères afin de prévenir la maltraitance et la négligence des enfants. Si on veut qu'il y ait un vrai passage à l'action, ben, on énonce ici 3 trucs qui, pour nous, sont vraiment importants. Le premier, c'est vraiment une tautologie. Je vais vous dire une évidence, mais il faut la dire pareil. C'est la première chose, c'est qu'il faut que les recommandations du rapport soient mises en œuvre. Pourquoi on dit ça? Parce que pour ceux qui ont feuilleté un peu le rapport a des centaines et des centaines de pages. Il est très, très, très touffu. Il y a des recommandations sur un grand nombre de sujets. Et pour ceux qui ont un peu de vécu, bien, vous l'avez déjà vu dans le passé, des fois, tu as des belles intentions dans un rapport, il y a des belles recommandations, mais des fois, il y a des recommandations qui sont échappées. Donc, à ce moment-là, je pense que ça va être important que nous tous, comme communauté, on soit vigilants à l'égard, qu'on soit vigilants pour s'assurer que ces recommandations-là soient véritablement mises en œuvre. L'autre chose, si on veut que ça fonctionne, parce qu'on parle quand même d'un changement de culture, on parle d'adaptation des pratiques. Alors, pour que ça advienne, pour que ça fonctionne, bien, il faut que l'ensemble des partenaires soient mobilisés dans l'intégration des réalités paternelles. Donc, je pense que le milieu communautaire a un rôle important à jouer, mais bien sûr aussi les gens des CIS, les gens des CIUS, les gens des DPJ, les gens de la recherche, les gens du gouvernement. Donc, je pense que c'est important qu'on soit tous conscients de l'importance de ces enjeux-là pour le bien-être des enfants, des mères et des pères. Donc, moi, je vous le dis clairement, on a besoin de vous, on a besoin de tout le monde pour pouvoir aller plus loin dans ce dossier-là. Et finalement, le RVP, on vous en avait déjà parlé dans le passé, mais on les réitère, on a des petites propositions peut-être un peu plus spécifiques, vraiment dans l'esprit de la mise en œuvre des recommandations de la commission Laurent. Alors, j'en parle rapidement. Tout d'abord, vraiment dans l'esprit de la recommandation là, sur la formation du personnel intervenant, on pense que ça, c'est vraiment une des clés. Et ce qui marche vraiment, ce qu'on sait en pratique, dans le fond, c'est l'accompagnement des organisations. Parce que c'est beau d'avoir une formation une journée, sauf que si tu as juste la formation et que ton milieu ne change pas, ça va être très difficile de faire évoluer tes pratiques. Alors là, s'il y a des gens du ministère de la Santé et des Services sociaux qui sont à l'écoute, je vous dis que le RVP serait vraiment intéressé à collaborer avec vous dans une stratégie d'accompagnement des équipes de la DPJ pour vraiment faire en sorte que les réalités paternelles soient davantage intégrées. Donc, on pourrait parler de formation, d'accompagnement, création d'outils, création de guides de pratique. Et je vous dis, il y a déjà plusieurs DPJ qu'on a approchés qui seraient intéressés à faire des projets pilotes dans ce sens-là. Donc, respectueusement, nous offrons notre collaboration pour un projet de ce type-là. L'autre chose, la commission Laurent insiste vraiment à de multiples reprises, et on est vraiment d'accord avec eux, sur l'importance de la promotion, de la prévention. Alors, dans le dossier qui nous occupe, donc celui de la question des pères, ça serait vraiment intéressant de penser à mobiliser les partenaires qui travaillent en prévention, en promotion. Donc, je pense entre autres à tous mes amis du secteur famille. Donc, on pense aux OCF, on pense aux haltes garderies, on pense au CPE, on pense au centre de ressources périnatales, aux municipalités, pourquoi pas. Donc, de voir vraiment les partenaires qui agissent là, en promotion, prévention, de voir comment est-ce qu'on pourrait former les gens, les sensibiliser aux réalités paternelles qui vivent des difficultés, puis voir comment est-ce qu'on pourrait, dans le fond, agrandir notre filet social et tout cela pour le bien-être des enfants. Donc, si on a des amis du ministère de la Famille qui sont à l'écoute, bien là, je vous réitère, j'en avais déjà parlé, mais je vous réitère notre intérêt à travailler dans ce sens-là. Pour nous aussi, une chose qui est très, très, très importante, c'est qu'au Québec, on a quelque chose qui est unique au monde, qui s'appelle des maisons oxygènes.
c'est des maisons d'hébergement père-enfant. C'est vraiment à l'heure actuelle un réseau qui se développe de façon assez extraordinaire. Et ce réseau-là est en contact direct avec ces pères-là vulnérables et leurs enfants. Donc, le réseau des maisons d'hygiène a développé des stratégies pour soutenir ces pères-là, ces familles-là. Alors, le soutien à ce réseau-là, je pense, est un élément extrêmement important dans une bonne stratégie de prévention de la maltraitance et de la négligence des enfants et de soutien aux pères. Et finalement, on n'en parlait pas spécifiquement dans le rapport, mais pour moi, c'est toujours important. C'est toute la question de la recherche, la question des connaissances, les réalités, les trajectoires des pères en protection de la jeunesse sont encore assez mal connues. Alors, je pense que ça serait vraiment important aussi de mobiliser nos amis chercheurs pour mieux comprendre les réalités. Puis ça serait vraiment important qu'il y ait de l'évaluation aussi de la mise en place des mesures du rapport de la commission Laurent. Donc, quelques idées comme ça que le RVP lance. Vous en avez possiblement d'autres également. Alors, dans la discussion ou dans le questionnaire qu'on va vous envoyer après la rencontre, ne vous gênez surtout pas pour nous partager vos idées à cet égard-là. Alors, j'en arrive à la conclusion de la présentation. Ce qu'on souhaite, ce qu'on aimerait vraiment, et je pense que c'est possible, c'est que le rapport de la commission Laurent soit vraiment un point tournant dans la mise en place de services adaptés aux réalités paternelles. Je pense qu'on est rendu là. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour le faire. Maintenant, il faut juste le faire. Pourquoi je dis ça? Outre que j'y crois vraiment, c'est aussi parce qu'il y a une série d'astres qui sont enlignés. Tout d'abord, le rapport de la commission Laurent, bien sûr, mais on a aussi le plan d'action ministériel en santé et bien-être des hommes qui va être renouvelé l'année prochaine. Donc, avec ce plan-là, on pourrait aussi faire des arrimages extrêmement intéressants avec d'autres actions du ministère de la Santé et des Services sociaux. On sait aussi que la politique de périnatalité est en cours de révision. Alors là aussi, c'est une occasion de soutenir l'engagement des pères, favoriser la coparentalité et tout ça dans une perspective de prévention. La stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les hommes et les femmes va être renouvelée cette année, l'année prochaine, on ne sait pas exactement, là, mais donc ça s'en vient. Et dans cette stratégie-là, il y a beaucoup de mesures qui favorisent la coparentalité, qui soutiennent l'engagement paternel. Alors ça aussi, ça peut être un morceau de la stratégie, du filet de sécurité qu'on peut mettre en place là, autour des familles. Il y a aussi un arrimage, je pense, qui est fondamental, qui est essentiel. C'est avec toute la mise en œuvre des actions gouvernementales en prévention de la violence conjugale. On pense que là aussi, il y a vraiment des arrimages qui doivent mieux se faire entre les différents services et tout ça pour le bénéfice des enfants. Un autre levier aussi, le programme CIP qui soutient les familles vulnérables. On sait que les acteurs ministériels de ce programme-là travaillent progressivement pour assurer un meilleur soutien des pères. Je pense que ce programme-là aussi a un rôle à jouer là, dans toute cette toile-là qui se tisse à ce niveau-là. Mais je pense, et je vais terminer là-dessus, que ce qui est le plus important, c'est outre toutes ces occasions-là au niveau des politiques publiques, ces occasions-là qu'il faut saisir, qu'il faut arrimer, qu'il faut faire en sorte que tout ça se conjugue et s'additionne, bien, je pense qu'il y a un contexte sociétal qui fait en sorte qu'on peut passer à l'action et qu'on doit passer à l'action. Toute la question du partage des responsabilités familiales, c'est vraiment quelque chose comme société que l'on souhaite, que l'on désire. On veut faire en sorte que les responsabilités soient mieux partagées. On veut faire en sorte aussi que les enfants soient mieux traités. On veut prévenir la violence conjugale. Donc, il y a toute une série d'enjeux où on se dit il ne faut plus attendre. Il faut passer à l'action. Et je pense vraiment, profondément, que les pères doivent faire partie de la solution. C'est des acteurs incontournables et il faut faire en sorte maintenant qu'ils soient mobilisés davantage. Et les pères, très souvent, quand on les sollicite, quand on demande leur mobilisation, bien, ils répondent présents. Et vous en parlerez aux intervenants qui travaillent auprès des pères en difficulté. Le plus grand levier d'intervention auprès de ces pères-là, c'est l'importance de leur enfant, l'importance du développement de leur enfant.
Parce que souvent, ces pères-là, ils ont passé tellement de difficultés que des fois, leur estime de soi est vraiment affaiblie et ils ne sont pas trop sûrs de leur motivation, des fois même à travailler pour eux. Mais quand on leur parle de leur enfant, bien, très souvent, l'œil se met à briller, la petite larme est là, et là, tout à coup, on peut aller toucher leur cœur pour les mobiliser pour le bien-être de leurs enfants. Alors, voilà. Sur le site web du RVP, vous allez pouvoir trouver toute cette information-là qui va être présente. On va vous envoyer au plus tard demain matin un petit questionnaire d'évaluation, puis 4 questions ouvertes. Si vous participiez, ça nous aiderait vraiment. Je pense qu'on a comme l'occasion de vous entendre, puis de compiler ça, puis de voir aussi qu'est-ce que vous nous dites, comment est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin, puis comment est-ce qu'on peut imaginer, dans le fond, des perspectives d'action de plus en plus intéressantes.